radio de la communauté d'Iloïs. Vous écoutez Radio Congo Live en Chicago depuis le studio central. Moi, c'est Iloïs, la radio de la communauté qui vous apporte cette information dominicale, le journal dans quelques instants. Voilà, bienvenue à ce journal dominical. Vous n'aurez pas Monseigneur Yemei ce week-end pour des raisons personnelles. Et vous allez donc le retrouver la semaine prochaine, Monseigneur Yemei, que vous aimez tant. Alors, au menu de ce journal, bien sûr, la communauté, nous aurons l'inauguration d'un centre d'instruction là-bas, un module de l'école international espoir du pays par Monsieur Silver Malonga, qui est le directeur de cette école et qui donne par là aux enfants les aptitudes d'affronter le CP, le BEPC et le baccalauréat. Vous aurez un reportage depuis Brazza dans ce journal. Vous aurez également au menu, donc dans ce journal, la célébration de la journée internationale de la presse, des éléments que nous rapporte Vox TV là-bas à Brazzaville, et envoyé par notre correspondant, Monsieur Gildas Ganvoulou. C'est dans quelques instants. Alors, Gildas Ganvoulou nous reviendra également avec les péripéties sur l'inhumation du général Jacques Joachim Yomi Opango dans sa contrée d'Owando. Vous aurez donc les notes de reportage de notre correspondant Ganvoulou, Gildas Ganvoulou, bien sûr. Au menu également de ce journal, l'entretien que nous avons, l'interview accordée par Monsieur de Dimitri Poa, le docteur Dimitri, bien sûr, qui est du Tennessee, et avec lui, nous parlons des élections et précisément de l'échec de Trump, mais surtout de la victoire de Joe Biden, les stratégies entre les deux, et nous évaluerons justement la suite pour voir comment l'Afrique devrait désormais traiter avec le nouveau président. Est-ce que Trump aura comblé les attentes? Toutes ces réponses, vous les aurez dans cette interview avec Monsieur Dimitri Poa, qui est membre, je vous rappelle, de la communauté congolaise de Tennessee. Le journal, la suite donc dans quelques instants. Voilà, retour sur cette antenne. Il est exactement 15h23 à Chicago, la radio de la communauté. Moi, c'est Louis, journal dominical, le journal que vous aimez tant. Alors, je vous parlais de l'inauguration d'un centre ou d'un module d'encadrement là-bas au quartier de Mpisa par Monsieur Silver Malonga, qui est le consul honoraire de la République du Congo ici à Chicago, mais surtout qui est le directeur général de l'école internationale espoir du pays. Il a également remis officiellement à Sommaire, donc du quartier de Bakongo, les clés pour commencer à faire fonctionner la fontaine d'eau potable là-bas à Bakongo. Alors nous allons écouter sur cet élément qui nous vient droit de Brazzaville, sur cette école espoir du pays. De nouveaux bâtiments R+2 composés de 16 salles de classe, d'un espace multimédia et d'une cuisine enrichissent désormais l'école internationale espoir du pays située à Pissa dans l'arrondissement de Bakongo. Cette école offre les conditions pédagogiques qui ont satisfait l'administrateur maire de Bakongo. L'école, c'est le creuset de la République. C'est ce qui fait qu'il y ait la nation, un socle, un fondement, une fondation. Lorsqu'on a formé des enfants, on a formé une génération, c'est toute une nation. Transmettre ce ils auront appris ici, la discipline, la propreté, la politesse. Le promoteur de cet établissement scolaire privé a mis à la disposition des populations une fontaine d'eau potable gratuite. Je remercie beaucoup le promoteur pour créer cette chose qui est une denrée très difficile d'emplissage. Vraiment, je suis très satisfait pour ma population d'abord et pour moi-même. Cerise sur le gâteau, les meilleurs élèves de cette école pourront bénéficier des voyages aux États-Unis pour les vacances de fin d'année.
Ba inzo zole ya malumalu me kutungama na bitini zole kasi na me bakama ba classe 10 na sambanu bwela inzo ya kusajila ba teknika malumalu mpe kisika ya kulamba madia tala vana bijimbu kena kulakisa nzangululu ya lukulu ya bamvwamba bokila espoir du pays me bakama na kalati mpisa na bakongo na mukembo ya kutalisa ba inzo yaye na bantu talanaka Simon Lubienga maire bakongo Silver Malonga ntwadisi ya lukulu kuza kubangula makani ya ntungulu yaye. Philosophie à l'école à bête encourager que bana ba étudier bien ba doit mayele donc bête encourager que bana si on que mayele bête encourager moi na bête que futa voyage na séjour à moi na sana kwenda na mputu na États-Unis na pays à l'étranger va charger na yake supporter na l'école kwaku bamekubwela kiteko ya maza ya kitoko samna bizingi ya kalachi mwe kufutola matondo na promoteur samuti yani me monter kima yayi ya vandi vraiment kima ya rare na côté betu kwako maintenant betu kwenda yao betu kozonza na population na kusarila yao mbote na ina kaka bilumbu tano mebika na samuti mielo atukolo kufunguka yacheleka bainzo yayi ya malungi kepesa jaka lenda na bana yuko espoir na kulunguka. Voilà, c'était donc un reportage de Richard Pemba, Naomi, depuis Brazzaverte. Nous parlions de l'école Espoir du pays de M. Silver Malonga qui vient d'offrir au quartier de Mpisa à Bakongo une fontaine d'eau et cela gratuitement avec l'ouverture d'un module d'éducation devant permettre aux élèves d'avoir des aptitudes nécessaires pour affronter avec sérénité les examens d'État que sont le CP, le BEPC et le baccalauréat. La suite de ce journal de la communauté de Jean Lewis dans quelques instants. Et mes chers amis, je vous l'ai dit dans les titres de ce journal, j'ai reçu notre ami Dimitri Pora du Tennessee. Avec Dimitri, nous parlions ce matin des élections aux USA. Vous le savez autant que moi, pour ceux qui suivent l'actualité internationale, que désormais Joe Biden est le président des États-Unis, le 46e président des USA. Alors, avec Dimitri Pora, nous avons essayé de réfléchir, de soulever quelques interrogations que je vous propose d'écouter. En direct du studio central, nous avons donc un invité surprise à ce journal, Monsieur Dimitri Pora, professeur Dimitri, docteur Dimitri, aurais-je pu dire, et qui nous vient du Tennessee. Salut, docteur Dimitri. Salut, Jean Lewis. Voilà, vous êtes notre invité éclair en quelque sorte au journal Le Magazine de la radio de la communauté. Vous venez parler des élections aux USA et pour lesquelles Joe Biden venait de remporter une brillante victoire méritée comme on l'a constaté. Alors, première question, vous nous parlez de votre propre État parce que vous êtes là en territoire purement républicain. Hein? Oui, exactement. Je suis dans un État, comme on le dit, et chez nous, chaque année, on vote toujours les républicains. Les démocrates sont vraiment minoritaires dans cet État. Voilà, nous allons maintenant parler des stratégies. Est-ce que vous pouvez nous parler de la stratégie d'abord de Trump et celle de Joe Biden? Bon, mais débutant par la stratégie de Trump. La stratégie de Trump était très simple. Nous la connaissons depuis 2016. C'est le mensonge. Raconter des mensonges sur les autres, dénigrer les différentes couches sociales et se baser tout simplement sur une seule couche sociale des militants républicains en les racontant des faussetés sur les autres. Je pense que c'est la même stratégie qu'il a utilisée. C'est pourquoi, vers la fin, nous l'avons assisté les 2 semaines dernières et jusqu'à aujourd'hui, il continue à crier à la fraude. Qu'il y a eu fraude, c'est parce qu'il n'a pas voulu suivre le système électoral, parce que sur le plan des sondages, il connaissait déjà que la population américaine était fatiguée de lui. Et il y a des chiffres qui le démontrent.
Alors, vous avez également l'affaire du Corona qui est venue aggraver les choses parce qu'on sait que du point de vue économique, il a quand même fait des efforts pour essayer de relever le déficit, mais son comportement vis-à-vis donc la non-observation des barrières sociales, vous l'avez vu dans des meetings, refusant systématiquement de porter le masque et demandant même à ses partisans de ne pas le porter. Bon, mais exactement, ça, ce sont les effets de son échec. Si nous parlons d'abord de sa stratégie pour pouvoir gagner les élections, il n'a pas amélioré le système qu'il a utilisé aux années 2016, lorsqu'il est arrivé au pouvoir la première année. Et maintenant, si nous parlons de son échec, pourquoi il n'a pas pu réussir? Oui, l'effet du corona, mais retenez-le, ce n'est pas beaucoup plus le corona, puisque les statistiques de dernière minute démontrent qu'il a pu remonter la pente à un certain niveau. Mais ce qui l'a plus détruit, c'est les affaires des arrestations policières et les tueries qu'il n'a pas pu améliorer. Et il y a également le manque de confiance de la population. Il n'a pas eu un respect populaire, parce que si on voit les résultats de vote, si on voit les statistiques populaires, il y a près de 70 millions de personnes qui l'ont voté. Et ceux qui ont voté Biden, je veux le donner mes félicitations tout à l'heure, et la différence est de 5 millions seulement. Ça veut dire que le système économique utilisé par Trump a marché. C'est juste son contact avec la population, la stratégie d'éducation qui n'a pas marché et que le monde était fatigué de lui. On peut voir ses relations extérieures et les réactions intérieures également. On va en parler dans ce journal. Voilà. Okay. Alors, vous avez donc, parlons maintenant de Joe Biden. Joe Biden, je veux le féliciter d'abord, comme on dit chez nous ici en Amérique. Congratulations, Mr. President. Donc, Joe Biden, la stratégie utilisée est tout simple. Repartons sur le président Obama. Si nous repartons sur la stratégie utilisée par le président Obama et la même stratégie utilisée par Biden. La stratégie de leader est d'écouter les militants et Biden avait un grand problème avec la communauté noire. Si vous avez suivi durant son parcours, il y a eu beaucoup d'attaques sur ce qu'il a eu à faire dans le passé dans la communauté noire. Et il y avait beaucoup d'effets. Si cela n'avait pas été corrigé, aujourd'hui, on ne pourrait pas parler du président Biden. Trump venait au pouvoir. Il a eu l'aide dans son choix de vice-président, la vice-présidente qu'il a choisie, qui est de couleur noire et indienne, a porté une connotation, et en plus une femme, a porté une connotation qui a changé Absolument, oui. les données de sa campagne présidentielle. Et il y a également un monsieur, le sénateur Klimberg de la Caroline du Sud, qui a joué un grand rôle à réparer l'image de Biden dans la population noire. Si vous avez suivi le message adressé de félicitations et de victoire du président élu Joe Biden hier, il a remercié la communauté noire parce qu'il connaît. Il a parlé du support de la communauté noire. Il connaît qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Et oui, il s'agissait justement, pour la gouverne des auditeurs, d'un projet de loi qui portait sur la drogue, notamment qu'il y a plusieurs années que Joe Biden aurait soutenu au Parlement. Et c'est cela qu'on lui collait pendant toute sa carrière. Oui, exactement, parce que ce système est établi pour envoyer tous les jeunes noirs en prison, alors que on pouvait utiliser des systèmes comme ce qu'ils ont fait pour la communauté blanche, de réhabilitation, afin de les rejeter dans la communauté
et les permettre d'évoluer. Mais ce qu'ils ont utilisé pour la communauté noire, c'était les envoyer en prison et avec avec des prisons fermes de 20 ans, 40 ans. Donc, un jeune de 17 ans qui rentre en prison pour 20 ans, lorsqu'il sort, sa carrière est bousillée. Il ne peut même plus finir ses études, il ne peut même plus avoir une bonne vie. Et en plus, son casier judiciaire est détruit. Dans la recherche de boulot, il ne peut pas avoir un boulot efficace pour lui permettre d'évoluer et d'aider sa famille. Donc, tous ces facteurs émotionnels ont agi dès le départ sur la campagne présidentielle du président élu Joe Biden. Donc, il fallait apporter des corrections. Et comme c'est une personne qui écoute, c'est ça un leader. Écouter ses militants, écouter son entourage. Donc, dans cet esprit de leader, d'écoute, il a écouté son ancien patron, le président Obama, qui l'a aidé dans l'établissement d'une stratégie. Et cette stratégie, nous la félicitons aujourd'hui parce que ça... Voilà. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Voilà. je vous entends très bien. Voilà, Monsieur Poa, Dr Poa, nous allons maintenant voir les moments de dernière minute qui suivaient donc, qui expliquent justement la marge très avancée de Joe Biden, notamment dans la stratégie de vote, les consignes, les dernières consignes. Voilà, je voulais parler des dernières consignes de vote aux militants. Nous avons vu que Joe Biden a encouragé ses militants à voter par poste, pendant que Trump faisait le contraire et demandait même aux gens de détruire justement les boîtes aux lettres. Et ça a été compromettant même pour Trump lui-même. Exactement. Nous repartons d'abord sur l'effet du Covid. L'effet du Covid, la manière que le président Trump a résolu ce de Covid, le non-respect des lois, le manque de compassion a créé une révolte au niveau de la communauté. Aujourd'hui, il est très tôt de donner les statistiques réelles, mais je pense que d'ici le 20 janvier, lors de la passe à service entre le président Trump et le président élu Joe Biden, nous aurons assez des éléments statistiques pour expliquer et démontrer pourquoi le président Trump a perdu les élections. Voilà. Voilà, Président, nous allons bientôt nous séparer. Est-ce qu'on peut aborder maintenant quelques aspects de la politique extérieure de Trump et qui lui auront valu, je dirais même, une hostilité en Europe et un peu partout dans le monde? Nous commençons déjà par le retrait du Congo de l'accord sur le climat, de la COP 21. Ouais, on parle des États-Unis, le retrait des États-Unis des États-Unis, excusez-moi, voilà. Oui, exactement. Bon, mais ce retrait, nous connaissons déjà la politique républicaine qui ne croit pas trop au changement climatique. Donc, comme les républicains ne croient pas au changement climatique, pour eux tout est naturel et que l'évolution du degré de pollution atmosphérique ne peut pas causer beaucoup de changements dans l'évolution, dans les mentalités de vie. Et cela a été prouvé wrong, puisque nous avons vu tous ces phénomènes au niveau de la Californie et ces feux horribles des forêts qui se brûlent constamment. Bon, son retrait, je pense que c'était dans les années 2017, le mois de juin, je pense. Exactement, il y a près de 200 pays qui ont participé. Et le problème était de voir comment réduire la température atmosphérique mondiale à 2%, à 2 degrés Celsius, je pense, tout simplement pour essayer de contrôler tout ce qui se passe dans le monde actuellement avec l'industrialisation qui cause des grands problèmes. Le président Trump n'était pas d'accord pour cela, parce que lui, dans sa mentalité, qui n'est pas trop mauvaise également,
pour lui, c'est d'abord l'Amérique, puisque dans son slogan était America First, et les autres pouvaient venir après, parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas trop d'impact dans l'évolution économique de l'Amérique. Et au contexte, le manque de relations avec les autres, il a regardé le côté économique, qui est très puissant, qui est très important pour le développement d'un pays, a trouvé que les investissements américains dans les institutions comme l'UNESCO ou encore l'OMS n'avaient pas un équilibre. L'Amérique investit plus dans ces organisations que le reste des pays du monde. Il s'agit également de, Président, on pourra parler également de l'UNESCO pour l'organisation internationale pour laquelle il croyait que les États-Unis contribuaient un peu plus qu'ils n'y gagnaient. Mais exactement, regardons, depuis que nous sommes sortis de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu des ajustements économiques au niveau mondial. Les États-Unis continuent à aider des grandes puissances comme l'Allemagne, qui fait des grands revenus aujourd'hui, mais qui continue à recevoir des subventions venant des États-Unis. Le Japon également. Donc, pour lui, c'était essayer de voir un peu comment rééquilibrer ces données, permettre à ces pays d'investir également dans ces organisations qui bénéficient à tout le monde et ramener une partie de cette économie dans le pays pour permettre de reconstruire les routes, les ponts au niveau des États-Unis. N'était pas mauvais. Je pense que cette politique de Trump avait un sens dans le domaine économique. C'est pourquoi il a près de 70 millions de personnes qui l'ont voté encore. Mais son échec, c'est sur son tempérament, le manque de considération des autres. C'est à ce niveau-là. Le non-respect d'émotions, de compassion aux victimes du Covid, c'est ce qui a provoqué du président Trump. S'il avait fait des ajustements à ce niveau-là, oui, il était un peu, il avait la compassion. N'oublions pas, il nous a distribué un peu d'argent dans les taxes cette année qui nous ont permis tous, citoyens américains, de s'équilibrer durant cette perte d'emploi et tout cela. C'était une bonne stratégie. Mais lorsqu'on est-ce que vous croyez que tout ça va s'estomper avec le retour d'un démocrate? C'est-à-dire que les taxes pourront encore galoper. C'est à redouter, Dimitri? C'est là le problème. C'est pourquoi les vraies analyses viendront après. N'oublions pas que les élections de 2020 étaient tout simplement un mémorandum sur le président Trump, sur son tempérament, sa manière de diriger le pays, le manque de respect des institutions et des personnes, en plus sa relation extérieure. N'oublions pas, notamment ses complicités supposées avec la Russie. Hein. Exactement, mais ça c'est son côté businessman. On pourra avoir le temps de développer parce que on n'oublie pas que c'est un monsieur qui n'a pas payé ses taxes. Donc il a su jouer avec les systèmes de loi politique établis par nos sœurs et nos députés. C'est à ce niveau qu'il faut repartir également, renforcer les institutions économiques de ce pays. Le lobbying a trop de puissance sur les dirigeants de ce pays. N'oublions pas que Trump a mis son argent dans les poches de tous ces politiciens. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, personne ne peut parler, même lorsqu'il crie sur les fraudes pendant qu'il n'y a pas eu fraude. Il y a combien de républicains qui se sont pour dire que M. Trump vous mentez? Parce qu'ils savent qu'il a leur dossier en main. Ils peuvent se couler facilement avec lui. Mais pourquoi nous pouvons dire qu'il n'y a pas eu fraude? Parce que nous pouvons simplement analyser les données, les résultats. Repartons sur ta question de mail and voting. Prenons l'exemple de l'Arizona. J'ai essayé de réanalyser les statistiques ici. Par exemple, en Arizona, c'est carrément 98% des personnes qui ont envoyé
leur carte d'élection par mail. Et il n'y a que 2% qui sont partis physiquement dans les urnes, voter. Et en plus, un autre facteur que nous n'avons pas encore analysé. Et pour ne pas te couper, à Arizona, on dit que ces hostilités avec notamment ce manque de respect vis-à-vis de notre héros disparu, John McCain, a beaucoup pesé sur son échec. Notamment, c'était une sanction, dirait-on, parce qu'il ne le considérait pas, ne le prenait pas pour un héros. Hein. Exactement. Mais il y a un autre phénomène. Il y a un autre phénomène que nous allons assister beaucoup plus les années à venir, parce qu'il y a un changement géographique, une émission interne de la population. Regardons la zone de la Californie. La zone de la Californie est démocrate. Alors, le manque d'emploi au niveau de la Californie a créé une immigration dans le Nevada et dans Arizona. Donc, la population de la Californie démocrate qui votait les démocrates en Californie, qui se sont déplacés pour l'Arizona, et également ceux qui se sont déplacés dans le Nevada, plus le rhétorique de la situation de notre vétéran, le feu McCain, a causé tout ce problème, puisque les républicains ont même perdu un siège là. Oui. Du Sénat en Arizona. C'est suite à ces facteurs. Mais lorsqu'on parle de fraude, par exemple, s'il y avait réellement fraude, mais les républicains ne devaient pas avoir le nombre des sénateurs qu'ils ont pu avoir. Bien sûr, c'est cet argument qu'on opposait à Trump, qui parlait très tôt déjà des recomptes de voix. Oui. Alors, Président, nous allons nous séparer sur un dernier point, notamment Trump et l'Afrique. Vous vous souvenez autant que moi qu'il y a eu des tentatives, multiples tentatives des autorités congolaises de rencontrer le président américain, mais finalement, M. Denis Sassou Nguesso avait reçu une fin de non-recevoir. Alors, vous pensez que avec Biden, l'axe Brazzaville, Washington va se rétablir? Je ne pense pas, mais attendons voir lorsque Biden va nous proposer ses objectifs, sa vision africaine, qu'est-ce qu'il pense de l'Afrique à ce niveau-là. Mais n'oublions pas, nous avons une sœur qui a participé, une sœur du Congo démocratique qui a participé dans la campagne de Biden. Je pense qu'on pourra se rapprocher d'elle si on a l'occasion d'essayer un peu c'est elle qui peut facilement nous répondre à chaud sur les stratégies de Trump. Mais je pense que pour le Congo, nous ne devons pas attendre l'Amérique ou la France pour nous aider à livrer le pays. C'est au Congolais lui-même. Regardons, apprenons des grands pays, la démocratie dans ces pays-ci comme les États-Unis, et essayons de voir comment nous pouvons nous adapter, nous insérer dans la politique américaine pour que demain on ait une force, une voix, pour que les présidents élus aux États-Unis aient une image sur l'Afrique. Je ne pense pas que Biden en a, peut-être pour le Congo démocratique qui historiquement a des relations avec l'Amérique. Mais pour le Congo-Brazzaville, je ne pense pas trop. C'est la France qui contrôle. Voilà, wait and see, pourrait-on dire. Merci donc à vous, Dimitri Poa, d'être venu. Invité clair, nous parlions de l'élection aux USA et dont le président Trump, président Joe Biden, est devenu le 46e président américain qu'on appelle désormais le président élect. Il restera donc, Trump restera en poste pour les 75 prochains jours avant de passer le témoin à Joe Biden. Merci et à la prochaine occasion. Voilà, c'était donc Jean Lewis et Dimitri Poa sur la situation, l'élection présidentielle aux USA, la suite de ce journal dans quelques instants seulement, le temps de vous faire écouter. Moi, c'est Jean Lewis.
La radio de la communauté, je vous l'ai dit dans les titres de ce journal, nous parlons de la célébration de la liberté internationale de la presse, la journée mondiale, aurais-je pu dire, de la liberté de la presse, qui est célébrée chaque année le 3 mai, et la journée mondiale de l'impunité contre les journalistes célébrée le 2 novembre de chaque année. Alors, ces deux événements ont eu lieu le même jour pour des questions de difficultés en raison même, vous l'avez imaginé, du Covid. Donc, en raison de la pandémie du Covid-19, les deux journées ont été célébrées en différé le 3 novembre sous les thèmes le journalisme sans crainte ni complaisance et impunité des crimes contre les journalistes. Ces deux thèmes ont fait l'objet de conférences débats. Ces deux journées couplées ont été patronnées par le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Mvo, et en présence, entre autres, de la représentante de l'UNESCO au Congo, Madame Fatoumata Mariga, les responsables des organes de presse audiovisuelle publique et ainsi que les journalistes. Nous avons donc reçu ces éléments de notre correspondant, Monsieur Gildas Ngonvoulou. Je vous propose donc un reportage de Fox TV, une télévision locale et qui nous raconte cet événement avec plaisir. Nous nous retrouvons ici ce jour pour célébrer deux événements à la fois. La journée de la liberté de la presse, toujours célébrée le 3 mai de chaque année, mais reportée au 2 novembre en raison de la pandémie du Covid-19, et la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Le journalisme sans crainte ni complaisance et la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes, c'est sous ces deux thèmes qu'a été célébrée en différé ce 3 novembre la journée mondiale de la liberté de la presse, couplée à celle de la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. En République du Congo, la célébration de ces journées a donné lieu à des conférences scientifiques organisées par le Conseil supérieur de la liberté de communication en partenariat avec l'UNESCO. Des échanges axés sur la situation du journaliste congolais. Abordant le premier thème, Godefroy Yombi a rappelé aux professionnels des médias les principes qui fondent leur métier dans une société dite démocratique. Le journaliste devrait comprendre sa mission à la fois comme une quête permanente de la vérité et un sacerdoce qui n'exige pas de rétribution financière ou d'autres avantages matériels susceptibles d'aliéner sa conscience. Quête de la vérité, oui, tout simplement pour la mettre à la disposition du public, lui fournissant ainsi les clés nécessaires à la compréhension de la société dans laquelle il vit. Traiter une information sans crainte ni complaisance suppose que d'une manière objective, impartiale, j'ai envie de dire courageuse, le journaliste recueille, traite et diffuse l'information sans chercher à la travestir de quelque manière que ce soit. Le deuxième thème, relatif à l'impunité et crimes commis contre les journalistes, qui a été abordé par Bernard Makiza, appelle le tableau sombre des journalistes à travers le monde et au Congo. Ces dernières années, des journalistes ont, de par le monde, été victimes d'agressions verbales et physiques marquées par des emprisonnements, des tortures et des meurtres. Nous avons présent à l'esprit l'attentat contre Charlie Hebdo en France le 7 janvier 2015. 12 personnes avaient été tuées et 11 blessées. L'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Vernon est loin d'être élucidé jusqu'à ce jour depuis 7 ans. En sa qualité de régulateur des médias au Congo, Philippe Mvo a pour la circonstance signifié l'importance que revêtent ces journées tout en invitant les journalistes à s'approprier leur liberté d'expression. La presse a pour mission principale d'informer, mais elle a également vocation à gêner et à déranger par la dénonciation des injustices sociales, des dictatures, des délinquances et crimes économiques et de tout acte répréhensible commis au préjudice de la société. C'est peut-être là aussi le piège. Pas peut-être, disons clairement, c'est là le piège. Et c'est cela du journalisme sans crainte et de complaisance.
De son côté, Fatoumata Marega, représentante de l'UNESCO au Congo, a exprimé l'engagement de son institution à accompagner le développement de la presse au Congo en mettant un accent particulier sur la formation. L'organisation va poursuivre son appui technique à l'Institut supérieur de l'information et la communication, ISIC, et ce, en vue des prochaines élections. Et aussi, en vue des prochaines élections, l'organisation va soutenir une série de formations qui visent le renforcement des capacités des journalistes afin qu'ils s'acquittent au mieux de leur rôle essentiel de sensibilisation de l'opinion publique et de la promotion d'une culture de la paix en conjuguant avancées technologiques, éthiques et engagement social. Au cours de ces échanges fructueux, les participants ont relevé le fait que le Congo figure parmi les rares pays en Afrique où la liberté de communication est garantie par une législation conséquente. Reste donc aux professionnels de médias d'user de cette liberté pour sortir le Congo du bas du tableau, classé 114e sur 180 pays au monde où la liberté de la communication est plus exprimée, selon Reporters sans frontières. Voilà, c'était donc un reportage de nos amis de Vox TV, mais je rappelle que le classement mondial de Reporters sans frontières place le Congo 118e, dans le cadre bien sûr de cette liberté de la presse, et non 114e, ce qui n'est pas une place honorable pour notre pays. Alors, nous allons refermer cette édition avec quelques péripéties ici sur l'inhumation du général Jean-Jacques Joachim Yombi au Congo qui a eu lieu le 31 octobre dernier. Reportage donc de notre ami Gilas Nganvoulou, qui est le correspondant là-bas à Brazzaville de la radio de la communauté. Je vais tenter de vous faire écouter Monsieur Gilas Nganvoulou. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet élément que nous avons. Je tente donc de retrouver cet élément de Gilas Nganvoulou sur l'inhumation du général Jacques Joachim Yombi au Congo. Le président congolais Jacques Joachim Yombi a été inhumé avec dignité le samedi 31 octobre à Ouandou dans le département 28. Décédé le 30 mars 2020 en France, l'ancien président congolais des suites du Covid-19. Sa dépouille mortelle a été rapatriée à Brazzaville par vol à l'aéroport international Brazzaville-Maya le 29 octobre à 18h, où le couple présidentiel congolais attendait l'arrivée de la dépouille. Après l'aéroport Maya, la dépouille mortelle a été conduite à son domicile de Mpila, où le corps sans vie était exposé pour recevoir les hommages de sa famille intime avant la cérémonie officielle prévue le 30 octobre au Palais des Congrès. Le même jour, le Congo a décrété un deuil national qui serait observé le vendredi 30 octobre. Les drapeaux mis en berne et interdiction à toutes les manifestations non autorisées pour rendre hommage à l'ancien président. Le lendemain, le 30 octobre, 11h17, l'arrivée à l'explanade du Palais des Congrès, le cercueil de l'ancien président couvert. Le drapeau tricolore, vert, jaune, rouge, synonyme d'un homme d'État politique et militaire qui a rendu loyaux service à l'État congolais. Cette dépouille mortelle a été transportée par une douzaine d'officiers, tous des colonels, portant des beurets différents, de place sur une chapelle décorée couleur de la nation. Avant que le couple présidentiel ne s'incline devant la dépouille, visiblement en larmes, le vice-premier ministre Firmin Aïe a prononcé le rêve funèbre, retraçant le parcours du tout premier officier général congolais, infatigable l'homme politique qui fustigeait et stigmatisait la paresse, le laisser aller, la pagaille, comme il aimait à le dire. Après l'hommage qui a duré un peu plus d'une heure, la dépouille de Yombi a été transférée au Rwanda, son fief.
dans le département de la... Arrivé vers les après-midi au Rwando, la dépouille mortelle de Yombi était exposée où un hommage lui a été aussi rendu par sa famille, ses amis, ses connaissances, accompagnées de la musique traditionnelle. Le lendemain matin, le samedi 31 octobre, une messe d'action de grâce a été organisée en sa mémoire à l'église de Rwando, en présence du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Cette messe de requiem a été célébrée par le Robin Bragi Congo. Homélie, le Père dit l'histoire de Lazare. En effet, Jésus a pleuré pour son ami Lazare. Il est ressenti de notre humanité, de le ressenti actuel des Congolais, le ressenti de ceux qui ont élu le général Yombi, et malgré son départ vers la maison du Père, continuant à l'aimer. Durant son homélie, le Père Urbain Braginel a parlé aussi de la réconciliation des filles, des fils du Congo, comme le général le répétait souvent avant sa mort. À la fin de la messe, la dépouille mortelle a été transportée au cimetière familial pour la mise en terre. Le général Yombi a dirigé le Congo pendant 2 ans. Il est mort à l'âge de 81 ans, père de famille. Il a laissé derrière lui une veuve et d'enfants. Judas Ngomvolo Brazzaville, radio de la communauté africaine. Voilà, c'était donc notre ami Gildas Ngomvolo depuis Brazzaville. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet élément que vous avez suivi sur l'inhumation du général Jacques-Joachim Yombi au Pongo. Nous allons donc refermer ce journal de la communauté exactement toutes nos excuses donc pour ces petites difficultés que nous avons avec la technique ici. Voilà, nous avons quelques soucis ici d'image. Voilà, nous allons refermer ce journal de la communauté. Je vous rappelle que au menu nous avions l'ouverture d'une fontaine publique là-bas au quartier de Mpissa, fontaine remise au maire de Bakongo par monsieur Sylvain Malonga, et ouverture d'un centre d'encadrement ou d'enseignement aux élèves de Mpissa pour leur permettre de renforcer les capacités et les aptitudes à affronter le CP, le BEPC et le baccalauréat. Vous aviez également l'entretien que j'ai eu avec monsieur Dimitri Poa sur l'élection présidentielle aux USA. Au menu, nous avions aussi la journée internationale de la presse. Vous savez que les journalistes n'ont pas la liberté, n'ont pas de marge de manœuvre, même au Congo-Brazzaville, où déjà, même les autorités de ce Conseil de la liberté se plaignent du comportement, parfois même des autorités ou du comportement des journalistes eux-mêmes qui ne prennent pas suffisamment de risques. Mais vous savez que l'environnement dans lequel ces journalistes travaillent n'est pas un environnement propice à cette liberté, et il y a encore un travail à faire dans ce sens. Alors, le journal donc se referme exactement à 16h24. C'était Dean Lewis depuis la radio de la communauté. Chers amis, restez branchés sur la radio de la communauté. Vous aurez le journal dans quelques semaines, non, dans la semaine prochaine, j'allais dire, avec Monseigneur Yemei et les autres amis de la rédaction. Moi, c'est Dean Lewis. Voilà, nous allons donc refermer ce journal dans quelques instants.